Premier fait, votre horloge interne n'est pas une métaphore, mais un réseau physique constitué d'un chef d'orchestre neuronal dans le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, et de milliers de minuscules chronomètres dans chaque cellule. Il dicte quand le foie assimile mieux le glucose, quand les cellules immunitaires sortent en patrouille, quand la réparation de l'ABN et le nettoyage des déchets dans les mitochondries suivent le programme. Mais si vous inversez le jour et la nuit, la lumière bleue du smartphone au lit, une collation tardive, un travail posté, la partition s'effondre. La mélatonine est retardée, la sensibilité à l'insuline chute, le foie pense qu'il fait jour alors qu'il est 3 heures du matin. Les horloges internes des tissus se désynchronisent les unes des autres pendant des heures. Les processus métaboliques se déroulent de manière désordonnée, comme si le camion poubelle arrivait avant que les bacs ne soient sortis. Ce n'est pas juste de la fatigue, la désynchronisation chronique est liée à la prise de poids, au risque de diabète de type 2, à l'hypertension, aux accidents cardiovasculaires et même à un risque accru de certaines tumeurs. Le travail de nuit est officiellement classé comme cancérogène probable. Les travailleurs de nuit ont souvent un sommeil plus perturbé, et le manque de sommeil exacerbe l'inflammation. Le corps vit en état d'alerte permanent. Ajoutez à cela l'habitude courante de manger la nuit. Les mêmes calories consommées en dehors de l'aube biologique provoquent un pic de glycémie plus élevé et décalent encore plus les horloges alimentaires. Au total, cela crée un système qui tourne où chaque nuit blanche n'est pas seulement une perte de vitalité, mais une perte de synchronisation des organes, une diminution de la réparation cellulaire et une accumulation de petites erreurs qui, au fil des ans, se transforment en dommages notables. Deuxième constat. Le temps peut vous priver non seulement d'années de vie, mais aussi de la largeur de votre regard. Les psychologues appellent cela la pauvreté temporelle. Quand il semble que les journées ne suffisent pas, le cerveau passe en mode tunnel de survie. Les trivialités urgentes sont prioritaires, tandis que les affaires importantes mais non pressantes, santé, proches, épargne, formation, sont repoussées à plus tard, qui n'arrive jamais. La sensation chronique de manque de temps augmente le niveau des hormones de stress, réduit la mémoire de travail et raccourcit littéralement l'attention. Vous consultez plus souvent votre messagerie, naviguez entre les onglets, et chaque changement, selon les observateurs en ergonomie, consomme des dizaines de minutes pour retrouver une concentration profonde. Nous économisons des secondes en perdant des heures. 2 minutes passées à faire défiler le fil d'actualité 30 fois par jour équivalent à 1 heure entière, comme si vous offriez chaque année 6 semaines de travail à votre téléphone. Sous la pression du manque de temps, les gens deviennent plus impulsifs. Ils choisissent des calories rapides plutôt que de cuisiner, des microdoses de travail de nuit plutôt que de dormir, un crédit ici et maintenant plutôt que de planifier. Le bonheur subjectif diminue, l'irritabilité augmente, des rancœurs inexprimées s'installent dans les relations. Et le corps réagit par des maux de tête, des tensions et de l'insomnie. Le plus insidieux est l'illusion de contrôle. Nous sommes convaincus que nous allons accélérer un peu et rattraper. Mais cette accélération détourne encore plus l'attention des tâches stratégiques. Ainsi, le temps, en vous enfermant dans l'urgence, reconfigure subtilement le comportement vers des gains à court terme et des pertes à long terme. Le troisième fait. La mémoire n'est pas un coffre-fort, mais un atelier où le passé est constamment remanié. Lorsque vous vous souvenez, votre cerveau n'extrait pas en fichier, mais ouvre un brouillon. Il ajoute du contexte, les émotions du moment, retouche les détails et enregistre à nouveau une version légèrement modifiée. Ce processus, appelé reconsolidation, explique pourquoi, avec le temps, vous racontez avec assurance des choses qui ne se sont pas produites et vous vous trompez sur des détails comme les dates, l'ordre des événements, voire les visages. Le stress et la précipitation sont de mauvais éditeurs. Lors d'un pic de cortisol, le centre de la mémoire se déplace vers les significations et les émotions fortes, tandis que les petits faits, numéros de maison, mots exacts, heures, se perdent dans le bruit. La perception du temps nous trompe aussi. L'effet de l'horloge bloquée allonge la première seconde d'un regard, créant l'illusion que l'aiguille s'arrête un instant. Le phénomène de télescopage rapproche les événements récents et éloigne les anciens, donnant l'impression que, il y a quelques années, s'est passé quelque chose qui est en réalité arrivé il y a 5 ans. Même la liste des tâches est un champ de bataille. Nous retenons mieux le début et la fin, tandis que le milieu nous échappe, effet de primauté et de récence.
Le sommeil semble aider, et il aide, car l'hippocampe rembobine le film de la journée, transférant l'important dans le stockage à long terme. Cependant, le manque de sommeil perturbe ce montage, augmentant la suggestibilité et le risque de faux souvenirs. Le résultat est effroyablement simple. Votre chronique vitale n'est pas un compte-rendu, mais une version du réalisateur assemblée à partir de fragments où chaque nouvelle première diffère légèrement de la précédente, et la confiance en l'exactitude n'est qu'un effet spécial, pas une garantie de vérité. Quatrième fait. Le temps vit dans vos cellules, et son tic-tac se fait entendre au niveau moléculaire. L'ADN subit quotidiennement des micro-lésions que des équipes d'enzymes réparent à la hâte. Certains défauts échappent, s'accumulent et constituent une des couches granulaires du vieillissement. Une autre couche concerne les horloges épigénétiques. Les marques chimiques sur le génome se désynchronisent, modifiant les gènes qui sont activés ou désactivés. Ces horloges peuvent avancer plus vite que l'âge chronologique si la vie est pleine de stress chronique, d'inflammation, de manque de sommeil, de tabagisme et de suralimentation. Alors, les tissus paraissent plus vieux et les risques de maladie augmentent. La troisième couche comprend les cellules sénescentes. Ce ne sont pas des cellules mortes, mais des cellules mises hors service qui ont cessé de se diviser, mais continuent de vivre et de sécréter un cocktail de molécules signalisantes qui entretiennent une inflammation lente mais constante. La peau perd de son élasticité, les vaisseaux sanguins deviennent plus rigides, les articulations s'enflamment, la récupération après une blessure ralentit. Comme si une ville accumulait des maisons fantômes autour desquelles l'infrastructure périclite progressivement. Dans des expériences sur des animaux, la suppression de ces cellules a prolongé la vie en bonne santé, soulignant leur rôle. Mais chez l'homme, cette histoire est plus complexe et sans solution universelle pour l'instant. Ajoutez à cela le raccourcissement des télomères, les capuchons protecteurs aux extrémités des chromosomes qui s'accélèrent en cas de stress chronique, et vous obtenez le portrait de l'usure silencieuse. Visuellement, tout se passe lentement, mais sous le capot, la mécanique du vieillissement travaille sans relâche, marquant chaque année vécue au niveau des gènes, des protéines et des conversations intercellulaires. Le cinquième fait est que la caractéristique la plus cruelle du temps est qu'il ferme les portes. Dans le système nerveux, il existe des horloges d'opportunité, des périodes sensibles durant lesquelles le cerveau est particulièrement malléable pour certaines compétences. Pendant l'enfance, le cortex visuel apprend à fusionner les deux yeux en un seul champ visuel. Si un œil reste éteint pendant une longue période, en raison d'une cataracte congénitale ou d'un strabisme, sans correction précoce, le cortex littéralement cesse d'attendre des signaux de cet œil. L'œil reste anatomiquement intact, mais l'image s'estompe définitivement, développant une amblyopie. Il en va de même pour la parole. Les nourrissons perçoivent les subtiles différences de toutes les phonèmes du monde. Mais après 1 an ou 2, leur oui s'accorde à leur langue maternelle, et les frontières sonores étrangères s'effacent. Un adulte peut apprendre la grammaire, le vocabulaire, voire l'intonation, mais l'accent phonétique ne se cache souvent que partiellement, car les réseaux neuronaux sont déjà cimentés par la myéline et les synapses superflues ont été élaguées. La musique ajoute une touche. Des données suggèrent que la fenêtre pour l'oreille absolue s'ouvre dans la petite enfance, puis se referme presque impitoyablement. Ensuite, il ne reste que l'entraînement, les astuces et les voies détournées, mais pas cette automaticité. En motricité, c'est une histoire similaire. Plus vous apprenez tard des mouvements fins, plus l'effort est consacré aux compensations plutôt qu'à la formation pure des schémas. Le cerveau adulte est capable de se réorganiser. Mais cela lui coûte plus cher, il faut plus de répétitions, plus de sommeil, plus de temps, et souvent le résultat est une prothèse soignée plutôt qu'un « comme si c'était depuis la naissance complet ». C'est là le drame. Une année manquée dans la fenêtre appropriée change toute la trajectoire. On peut rattraper en termes de fonction, mais rarement en termes de facilité, de vitesse et d'automatisme. Le temps ne fait pas que s'écouler, il cimente l'architecture. Sixième fait. Le temps est une calculatrice invisible et ses mathématiques sont impitoyables. Les exponentielles sont partout. Les intérêts composés en finance rendent une petite contribution précoce plus puissante qu'une grande tardive. Si vous la reportez de 10 ans, pour obtenir le même résultat, il faudra doubler votre rythme d'épargne. La même formule, mais avec un signe moins, s'applique aux dettes et aux cartes de crédit, où les intérêts dévorent vos forces futures.
La mémoire suit une courbe similaire, sans répétition, la plupart des nouveautés s'évaporent dans les premiers jours, puis la vitesse d'oubli ralentit, mais la fuite continue pendant des années. C'est pourquoi lu signifie connu se traduit souvent par un vide lors d'un examen ou d'une réunion. Le corps écrit aussi dans la langue des pourcentages. Quelques semaines sans mouvement et une part notable de l'endurance et de la force disparaissent, et la récupération demande un temps disproportionné. 1 kilo par an semble dérisoire, mais après une décennie, cela modifie l'équilibre hormonal, les articulations et le sommeil. Dans la vie de tous les jours, l'exponentiel se cache dans la dette technique. Une petite fuite dans un tuyau, une erreur clignotante dans un projet, une correspondance retardée, chaque jour de procrastination augmente le coût de la solution non pas arithmétiquement, mais par palier. La poussière devient de la moisissure, un bug un problème architectural, une omission un conflit. Et le plus pernicieux, c'est la psychologie du temps. Nous surestimons la discipline de demain, actualisation hyperbolique, échangeant volontiers des bénéfices à long terme contre de petites récompenses rapides. En somme, il en résulte une règle à laquelle on ne peut échapper. Le temps travaille soit silencieusement pour vous, augmentant les dividendes des petites actions justes, soit il facture tout aussi silencieusement des pénalités pour chaque report à plus tard. Septième fait. La douleur n'est pas seulement un signal d'alarme, mais aussi un sculpteur qui, avec le temps, peut remodeler le cerveau à sa guise. La douleur aiguë indique généralement une lésion et disparaît lorsque le tissu guérit. Mais si elle persiste, les médecins parlent généralement de douleur chronique lorsqu'elle dure plus de 3 mois ou dépasse le délai de guérison attendu, le système nerveux commence à fonctionner selon ses propres règles. Le seuil d'activation des neurones de la douleur dans la moelle épinière diminue. Le bruit des contacts inoffensifs est perçu comme une piqûre, déclenchant la sensibilisation centrale. La microglie et les astrocytes entrent en jeu, libérant des molécules pro-inflammatoires, l'activité des récepteurs change et l'ensemble de la voie neuronale apprend à ressentir la douleur plus facilement et plus souvent. Le cortex réorganise également les cartes corporelles. Les célèbres douleurs fantômes après une amputation surviennent lorsque les zones voisines envahissent l'espace vacant, et un contact sur la joue peut se répercuter dans la main inexistante. Plus la douleur persiste, plus le schéma neuronal, mais aussi comportemental, s'ancre. Évitement des mouvements, peur, hypervigilance, tout cela alimente un cercle vicieux. Le manque de sommeil et le stress dont nous avons déjà parlé augmentent la sensibilité à la douleur, et la douleur elle-même perturbe le sommeil, une double boucle de rétroaction. Les analgésiques, surtout lorsqu'ils sont utilisés sur une longue période et sans contrôle, augmentent parfois paradoxalement la sensibilité, hyperalgésie, et l'inactivité prive le corps de son analgésie naturelle, les endorphines et l'action anti-inflammatoire. En conséquence, la lésion initiale passe au second plan et ce qui devient prédominant, c'est la mémoire de la douleur, un réseau qui s'active au moindre prétexte. Le terrible, c'est que le temps ici ne guérit pas, il cimente. Une intervention globale précoce, mouvement, techniques cognitivo-comportementaux, pharmacologie adéquate est souvent plus efficace qu'une intervention tardive, car les autoroutes neuronales n'ont pas encore eu le temps de se former. Chaque mois de retard ajoute une touche à cette carte interne, faisant de la douleur un personnage à part entière dans votre vie, et pas seulement la séquelle d'une ancienne blessure. Fait numéro 8. La date de votre naissance est comme un billet de loterie qui influence discrètement votre carrière, votre sport et vos études au fil des années. Dans les systèmes où les dates d'admission à l'école ou au club sont fixes, les enfants d'une même classe peuvent avoir presque un an d'écart d'âge, et cette supériorité relative devient un avantage. Les plus âgés, plus grands, plus forts, plus attentifs, intègrent plus souvent les groupes performants, reçoivent plus de temps de jeu, d'éloges et de ressources de la part des entraîneurs. Cela crée un effet boule de neige. Le succès précoce engendre une pratique supplémentaire, et la pratique supplémentaire, à son tour, engendre un nouveau succès. Au hockey et au football, on a maintes fois observé des concentrations de mois de naissance dans les équipes nationales juniors. Dans l'éducation, un décalage similaire fait que les plus âgés d'une cohorte deviennent plus souvent des excellents élèves, tandis que les plus jeunes sont perçus comme problématiques. Le plus regrettable, ce sont les étiquettes déformées. Les plus jeunes d'une classe reçoivent beaucoup plus souvent des diagnostics de déficit d'attention, car leur immaturité naturelle est interprétée comme une pathologie. S'ensuit un traitement, des cours manqués, une baisse de confiance et cette chaîne se prolonge pendant des années.
Sur le marché du travail, il existe des horloges sociales, des attentes telles que « à tel âge, tel poste », il ne doit pas y avoir de trou dans le CV, un changement tardif est risqué. Les recruteurs et les algorithmes de tri considèrent un début tardif ou une pause comme un signal, et même un candidat idéalement adapté peut ne pas être retenu dans le premier panier. Les marqueurs culturels comme il est temps de se marier, il est temps d'avoir des enfants, il est temps d'acheter une maison, deviennent des délais invisibles qui poussent les gens à précipiter leurs décisions de vie ou au contraire à ressentir un décalage toxique alors qu'il n'y a pas de raisons objectives. Au final, c'est une mathématique du temps effrayante d'injustice. Quelques mois d'avance à 7 ans se transforment en années d'avantage à 20 ans et un virage de vie incorrect selon les normes sociales à 30 ans est perçu comme une fissure dans la biographie. Tout cela n'est pas une condamnation, mais un fait. Les compteurs sociaux et les fenêtres d'âge peuvent subtilement remodeler la trajectoire de vie et moins on y prête attention, plus leurs traces s'épaississent dans les biographies. Neuvième fait. Plus vous vieillissez, plus la vie semble passer vite. Et ce n'est pas de la poésie, mais un sous-produit de la manière dont le cerveau code le temps. Pour un enfant, presque chaque jour est une première. De nouvelles odeurs, cours, visages, règles. L'hippocampe aime la nouveauté et les limites du contexte. Lorsqu'il y a des changements de scène, un voyage, un déménagement, l'acquisition d'une nouvelle compétence, il découpe le flux en épisodes distincts et les enregistre dans un bloc dense. À l'âge adulte, il y a moins de nouveautés et plus d'automatisme. Les mêmes itinéraires, tâches, interfaces. Le cerveau compresse économiquement les jours prévisibles, n'enregistrant que des points de repère. Les pics de dopamine se raréfient et avec eux, les ancres de la mémoire. D'où le double paradoxe. Sur le moment, la routine s'étire, mais dans le souvenir, les mois se fondent comme s'ils n'avaient jamais existé. À l'inverse, des vacances chargées filent en sensations, mais sont ensuite rappelées comme un long segment de vie, car saturées d'événements et de changements de contexte. Avec l'âge s'ajoute un autre effet, la théorie proportionnelle. Chaque nouvelle année représente une part de plus en plus petite de ce qui a été vécu, et la vitesse subjective du temps s'accélère, comme si le calendrier avait activé l'avance rapide. Le stress et le multitâche aggravent la situation. L'attention se disperse, les épisodes perdent leur contour net, et seuls des fragments subsistent en mémoire. Le résultat est d'une banalité effrayante. Si vous vivez des semaines en pilote automatique, votre film biographique deviendra un montage de répétition, et une décennie pourra apparaître rétrospectivement comme un intervalle vide. Ce n'est pas de la métaphysique, mais de l'ingénierie mémorielle. Moins il y a de premières fois, moins le cerveau a de repères pour mesurer la vie. Et le temps subjectif, en perdant ses ancres, tend à accélérer, ce qu'il est difficile de remarquer sur le moment et presque impossible de corriger après coup. 10e fait. En médecine, le temps est un tissu, et la lenteur en arrache littéralement des morceaux. Lors d'un AVC ischémique, chaque minute sans rétablir le flux sanguin entraîne la perte de cellules nerveuses et de connexions. Le compte à rebours commence dès les premiers symptômes et les fenêtres thérapeutiques ne durent que quelques heures, après quoi le risque d'intervention augmente et le bénéfice diminue. Pour l'infarctus du myocarde, la même loi impitoyable s'applique. Le temps, c'est du muscle. Plus une artère reste obstruée longtemps, plus le tissu cardiaque meurt et plus le risque d'insuffisance cardiaque à long terme est élevé. Dans le cas de la septicémie, le retard dans l'instauration d'un traitement adéquat augmente la mortalité à chaque heure. En cas de traumatisme grave, l'heure d'or détermine si le choc sera réversible. Même les décisions prises à domicile sont dangereuses. Les gens attendent souvent que les premiers signes, engourdissement, sourire asymétrique, douleur oppressante derrière le sternum, passent, les attribuant à la fatigue, à une pilule, pensant que ça passera tout seul, perdant ainsi des minutes irréparables. L'automédication peut également être préjudiciable, car par exemple, lors d'une hémorragie cérébrale, les antiagrégants sont dangereux et sans diagnostic, il est impossible de la distinguer de l'ischémie. Les antidotes dépendent aussi du temps. En cas de surdosage, d'intoxication par des insecticides, d'anaphylaxie, le compte à rebours se mesure en minutes et chacune d'elles modifie le pronostic. Le dépistage est une autre échelle. Reporter les examens d'1 an ou 2 peut transformer un stade précoce de cancer potentiellement guérissable en un stade tardif où le traitement est plus lourd et les chances moindres. À l'autre bout du spectre se trouve la réanimation par les témoins. Initiée dans les premières minutes d'un arrêt circulatoire, elle augmente considérablement les chances de survie. Initiée plus tard, elle sauve moins souvent car les tissus sont déjà brûlés par le manque d'oxygène.
L'horreur de ce fait réside dans sa simplicité. Dans les états critiques, le temps cesse d'être une abstraction pour devenir un organe, cœur, cerveau, rein, et chaque minute perdue laisse un vide dans cet organe avec lequel il faut ensuite vivre pendant des années.